que l'Afrique joue véritablement le rôle qui est le sien, qui doit être le sien, dans le concert des nations. Ça, ce sont des accidents de parcours qui peuvent arriver, mais on ne peut pas résumer l'activité en Afrique simplement sur ces crises. Et des crises, il y en a partout. Vous voyez, aujourd'hui, l'Ukraine, la Russie occupent l'actualité en Europe et dans le monde. Donc, il y a des crises partout. Alors, je voudrais dire simplement que nous avons, il est vrai, beaucoup de défis en Afrique sur la question d'abord de la sécurité, la question de la lutte contre le terrorisme. Parce que lorsque le terrorisme a été vaincu en Syrie, en Libye, il s'est déporté en Afrique, qui est en train de devenir le ventre mou du terrorisme international, le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme. Paradoxalement, lorsqu'il s'est agi de l'Afghanistan, on a pu bâtir une coalition mondiale avec plus de 100 000 soldats mobilisés. Quand c'est l'Afrique, quand c'est le Sahel, ça fait 10 ans, 12 ans. Nous plaidons auprès du Conseil de sécurité pour qu'il y ait une prise en charge plus forte, qu'il y ait une mission avec un mandat plus robuste. Bon, on n'arrive pas à le mobiliser. Et nous avons des difficultés également pour financer les opérations d'imposition de la paix, de maintien de la paix sur le continent. Alors ce sont les défis sur lesquels, bien sûr, nous travaillons avec tous nos partenaires. Au premier chef, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont c'est la responsabilité. La paix et la sécurité dans le monde, mais également les pays partenaires pour que véritablement qu'on ne se fasse pas d'illusions. Si l'Afrique n'est pas en paix, n'est pas en sécurité, le monde ne sera pas en paix et ne sera pas en sécurité. Donc la paix et la sécurité de l'Afrique impactent la paix du monde. D'abord celle de l'Europe, parce qu'à cause de la proximité, celle de l'Amérique, celle de l'Asie, l'Afrique est partie du monde. Alors, parmi les 5 pays que j'ai cités tout à l'heure, Monsieur le Président, 3 sont frontaliers du Sénégal, la Guinée, le Mali, mais aussi la Guinée-Bissau qui a connu une tentative de coup de force militaire. Quel impact ou dans quelle mesure l'instabilité politique dans ces pays voisins au Sénégal peut avoir sur un pays stable, une oasis stable comme le Sénégal? Oui, vous avez raison, nous avons un voisinage... le Mali, nous avons la Guinée, nous avons également la Guinée-Bissau, nous avons la Gambie qui est quasiment à l'intérieur du Sénégal. Ça a toujours été des voisinages bon, avec des crises politiques, mais cela n'a jamais porté atteinte à la stabilité du Sénégal, puisque le Sénégal a très tôt fait le pari de travailler selon un modèle républicain, démocratique. Et ça ne date pas de maintenant, ça vient de très loin. Très tôt, et dès 1914 déjà, il y a eu des élections pluralistes où, pour la première fois, un Sénégalais de souche a battu des Sénégalais d'emprunt, donc qui étaient des mulâtres ou des citoyens français et citoyens de Saint-Louis, mais dans de rudes compétitions. Et depuis, cette bataille électorale s'est ancrée au Sénégal. Par exemple, vous avez le ressort social des chefs religieux, qui, lorsqu'il y a une crise majeure, peuvent intervenir socialement et parler aux uns et aux autres. Vous avez, par exemple, le sport. Vous avez vu comment il a réunifié la nation sénégalaise. Donc, moi, déjà, j'ai fait un appel à l'opposition, à tout le monde, toutes les forces vives, puisqu'il s'agit d'une fête nationale, d'une victoire nationale d'une équipe. Donc, ce n'est pas une partie, fût-elle la majorité, qui doit profiter en laissant l'autre partie du peuple. Donc, nous avons une certaine conscience de l'unité nationale, une certaine conception de la nation sénégalaise, c'est-à-dire cette commune volonté de vivre en commun. Le pays est au-dessus de nous tous. Et ça, on en a une claire conscience. Nous avons aussi une armée républicaine qui a compris que sa mission, c'est la défense du territoire. Sa mission, c'est d'être au service de l'autorité politique. Et ça, l'armée sénégalaise le sait très bien. Devant les nouvelles crises qui sont là, nous sommes là pour aider, apporter des solutions. Le Mali, ce qui se passe, me fait mal. Justement, le Mali, Monsieur le Président, si le Sénégal est politiquement très stable, on peut dire que sur le plan économique, la crise dans les pays voisins du Sénégal peut avoir des impacts ou un impact négatif sur l'économie sénégalaise. Il est indéniable que la crise malienne
impacte négativement notre économie, puisque pour l'essentiel, près de 61% des importations maliennes passent par le port de Dakar. Donc vous voyez le trafic qu'il y avait. Par jour, on avait plus de 1000 à 1500 camions. Donc si ce trafic s'arrête, évidemment, c'est une incidence difficile. Et justement, nous l'avons dit, nous sommes solidaires des décisions de la CEDEAO, mais nous sommes solidaires également des souffrances du peuple malien. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mettre tout le monde ensemble, travailler avec les autorités de la transition pour que nous venions à l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'accorder sur un schéma raisonnable de transition qui permette au Mali de revenir dans le concert des nations, de revenir avec des autorités politiques élues, parce que c'est ça la règle. Justement, la CEDEAO et l'Union africaine sont sévèrement critiquées par les populations africaines, mais aussi par les intellectuels africains qui reprochent à ces institutions, à ces organisations, de ne pas agir en amont, c'est-à-dire en prévenant les conflits. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir les sanctions contre le Mali aujourd'hui? Non, vous savez, chacun doit agir selon ses responsabilités. La société civile, les populations, elles sont dans leur rôle. Les chefs d'État, les États sont dans leur rôle. Nous sommes des dirigeants des États, arrivés ici par des élections, donc par le choix souverain de nos peuples. Non, pas usurpés, n'ont pas fait de coup d'État. Donc nous sommes légitimes pour parler au nom des peuples africains. Il faut que cela aussi soit précis. Maintenant, la CEDEAO, c'est l'organisation des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les États qui ont harmonisé et qui ont partagé un destin commun, en voyant déjà tous ces problèmes exister avant, les coups d'État c'était tous les jours. C'est pour apporter des solutions à ces crises et à ces interruptions du pouvoir politique légitimement acquis que nous avons eu une charte pour la gouvernance démocratique qui bannit les coups d'État et qui exige, qui fixe des règles lorsqu'on enfreint un processus démocratique acquis. Regardez le cas du Burkina Faso, le président a été réélu, il n'y a pas eu de contestation. Son opposition était à la cérémonie d'investiture. Même pas une année après, il est mis hors d'état d'exercer. Et vous dites à la CEDEAO de ne rien faire. Quand elle prend les textes qui sont prévu justement dans ce cadre, on dit oui, c'est une réunion de chefs d'État, c'est un syndicat. Non, ce n'est pas un syndicat. La CEDEAO a beaucoup fait dans la lutte contre le terrorisme, la solidarité entre les États, l'accompagnement des forces de défense et de sécurité dans notre espace, l'intégration pour une CEDEAO des peuples, la libre circulation des personnes et des biens. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels la CEDEAO travaille au quotidien. Lorsqu'il y a crise, nous avons accompagné. Le Mali a été accompagné. Je vous rappelle qu'on est au 18e mois en ce mois de février. Et les sanctions ne durent que depuis un mois. Pendant 17 mois, la CEDEAO a accepté les propositions des autorités de transition. Donc on ne peut pas faire ce procès à la CEDEAO. Je crois que le débat n'est pas là. Le débat, c'est d'amener les autorités de la transition, les autorités de la CEDEAO à travailler sur un schéma qui permettent au Mali de s'en sortir. J'ai bon espoir que dans les prochains jours, vraiment le dialogue sera repris et que nous pourrons sortir de ce mauvais situation. Oui, le dialogue avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, quand on sait que la CEDEAO n'est pas en bon terme avec les autorités de transition au Mali. Non, je ne crois pas que la CEDEAO n'est pas en bon terme. Vous n'avez jamais entendu un chef d'État de la CEDEAO dire du mal des autorités de la transition. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Il ne faut pas qu'on mélange les problèmes. Il y a une contradiction, il y a un différent de perception, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des difficultés entre les autorités et nous-mêmes. Hier, moi-même, j'ai pris l'initiative d'appeler le président Goïta. Donc, on n'a pas de problème avec les autorités. Il faut simplement qu'il y ait un menu autour du programme de transition et des élections. Non, c'est ça notre problème, ce n'est pas autre chose. Mais on considère les sanctions de la CEDEAO comme dures parce que les denrées de première nécessité, les prix augmentent. Là aussi, il y a beaucoup de confusion. Le texte même qui sanctionne a bien précisé que les denrées de première nécessité ne sont pas concernées par ces sanctions. Les produits pharmaceutiques, les produits médicaux, les produits énergétiques ne sont pas sous le régime des sanctions. Ça, c'est clair.
Vous allez diriger donc l'Union africaine pendant 1 an. Comment entrevoyez-vous la présence sur le terrain africain de groupes de sécurité privés comme le groupe russe Wagner, et comment vous allez faire avec vos homologues africains pour juguler la sécurité dans le Sahel qui est menacée et qui devient un terrain privilégié pour des sociétés de sécurité privée comme le groupe russe Wagner? Oui, vous savez, nous vivons aujourd'hui en Afrique aussi la rivalité entre puissances sur le continent. Et j'ai toujours dit, en ce qui nous concerne, que pour le moment, l'enjeu stratégique, c'est la lutte contre le terrorisme. Et nous, cette lutte contre le terrorisme, elle avait un cadre. C'est d'abord les Nations Unies, avec les missions des Nations Unies. C'était aussi la coopération avec la France. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, la France a été appelée par le Mali, les autorités du Mali. Elle a apporté son rôle dans la lutte contre le terrorisme au Mali à travers ses différentes opérations, Serval, Barkhane, et puis la force Takuba européenne. Tout ça pour lutter contre le terrorisme. L'Afrique, à travers les États d'abord, un pays comme le Nigeria, ça fait plus de 12 ans qu'il se bat contre Boko Haram. Le Tchad a payé un lourd tribut. Donc les pays africains se battent au quotidien contre le terrorisme. Et il y a différents cadres. Il y a le G5 Sahel, une force conjointe qui réunit 5 pays du Sahel. Et il y a au niveau de l'Afrique australe, le Rwanda avec les pays de la SADC qui sont venus à la rescousse du Mozambique. Il y a des combats partout en Somalie pour lutter contre les Chebab. Donc le continent se bat au quotidien. Maintenant, nous avons effectivement une présence. Ce que les Maliens nous disent, c'est qu'ils ont une coopération avec la Russie au plan militaire, au plan de l'encadrement. D'autres, ils disent que ce sont des milices privées. Eh bien, il ne m'appartient pas à moi de donner un jugement là-dessus. Mais ça fait partie de la corbeille des problèmes que nous devons examiner, et avec les autorités maliennes, et de façon globale, sur la question des crises en Afrique, qui n'est pas une question simple. D'abord, la question libyenne. C'est d'autres puissances qui sont en Libye qui font que trouver une solution est extrêmement difficile. Et c'était aussi d'autres puissances qui sont venues détruire la Libye. Donc, vous voyez que le sujet n'est pas simple. Un sujet de géopolitique mondiale, l'Afrique n'est pas un lieu isolé du monde. Donc l'Afrique subit des conséquences, des influences, et tout cela, bien sûr, nous devons pouvoir l'examiner sans passion et voir progressivement les solutions qui peuvent être trouvées. Et ça va se faire avec le sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles. Vous avez reçu chez vous à la maison Ursula von der Leyen, qui fut ministre de la Défense ici en Allemagne. Quel rôle doit jouer l'Allemagne, Monsieur le Président, dans ce jeu géostratégique dans le Sahel? Vous savez que l'Allemagne étant la première puissance économique de l'Europe, elle a forcément un rôle à jouer, un rôle de locomotive. Je sais qu'elle a toujours travaillé dans le cadre du couple franco-allemand, mais c'est toute l'Europe qui est aujourd'hui engagée avec l'Afrique sur un nouveau partenariat, un partenariat décomplexé, mais un partenariat qui tienne compte aussi, nous, de nos problèmes et des solutions que nous proposons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une époque où nous venons prendre des solutions qu'on nous donne comme ça et qu'on va appliquer. Nous disons qu'il faut co-construire les réponses entre l'Europe et l'Afrique. Et l'Europe a besoin de l'Afrique, mais l'Afrique aussi a besoin de l'Europe. Et ce partenariat nouveau, c'est ce que nous voulons bâtir. Et Bruxelles sera un point de départ très important dans cette nouvelle perspective où chacun de nous a besoin de l'autre, mais dans le respect strict de nos identités. Et c'est ce que je dis, nous n'avons pas d'injonction civilisationnelle à recevoir de l'Europe, mais nous sommes ouverts à ce partenariat et nous venons vraiment en toute bonne foi. Mais nous sommes différents et il faut également que la partie européenne reconnaisse cette différence et essaye de travailler avec nous dans des solutions mutuellement bénéfiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci et mille fois merci. Merci à vous également.